Eh bien, bonsoir à tous. Le mois dernier, nous avons travaillé sur le sens des valeurs. Et ce sens des valeurs, nous l'avons abordé à travers des rayons. Ces rayons que nous avons définis comme étant des énergies conscience. Nous avons donc passé les différents rayons en revue en essayant de percevoir leurs valeurs. On a commencé par le rayon 1, le rayon de volonté-puissance, et nous avons vu combien c'était un rayon important, mais qui montait tout doucement en puissance. C'était un rayon qui prenait de l'importance lentement, et pourtant pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était appelé à devenir fondamental, puisque c'est porteur de ce qu'on appelle la notion du dessein, du plan divin, de ce qu'on est appelé à faire. Mais pour l'instant, c'est une valeur qui monte tout doucement, qu'on perçoit encore à peine. Par contre, nous avons parlé du rayon 2 d'amour-sagesse, nous avons parlé du rayon 3 d'intelligence créatrice, et nous avons vu combien ces deux rayons nous influencent depuis très longtemps, mais combien il nous est demandé de poursuivre la recherche et d'aller de plus en plus loin dans ce que représente réellement l'amour et de ce que représente cette intelligence créatrice. Et puis nous avons parlé du passage du rayon 6 au rayon 7, de quelle manière le rayon 6 qui a créé la civilisation dans laquelle nous sommes depuis 2000 ans, se retire et passe le relais au rayon 7, le rayon de magie blanche, le rayon de l'ordre, le rayon 6 étant le rayon d'idéalisme et de dévotion. Et puis nous avons vu également le fondu enchaîné entre le rayon 5 et le rayon de science concrète, qui était là aussi depuis un certain temps et qui progressivement se retire pour laisser la place au rayon 4, le rayon d'harmonie par le conflit. Ce que nous avons essayé de voir, ce sont quelques valeurs, parce que voir toutes les valeurs de tous les rayons était impossible, mais de voir quelques valeurs clés représentant ces rayons. Et ça nous a suffi pour essayer de percevoir combien ils avaient une importance extraordinaire dans notre civilisation. Combien autour de ces valeurs, autour de ces rayonnements, des civilisations entières se construisaient puis se défaisaient, et combien finalement dans l'influence de l'humanité, ils jouaient un rôle considérable. Ce qui nous amène à nous poser la question, mais ces rayons, on en a vu l'effet, mais d'où viennent-ils? On dit que ce sont des énergies, des consciences, mais d'où viennent ces énergies? Qu'est-ce que ces consciences? À quoi ça correspond? Alors justement, à travers les mondes invisibles, aujourd'hui, on va chercher à poursuivre cette recherche et à se demander, mais derrière les apparences, derrière ce que nous voyons, derrière les modifications de notre civilisation, peut-on réussir à remonter à la source de toutes ces consciences? Peut-on réussir à remonter à la source de ces énergies, essayer de percevoir un peu plus clairement de quoi il s'agit? Lorsque nous cherchons à percevoir le monde de la conscience, nous verrons après le monde de l'énergie, il est toujours important d'inverser le processus par lequel on l'aborde généralement. Nous avons tous l'habitude d'aborder le monde à travers les expériences visibles, perceptibles, tangibles. Et lorsqu'on nous dit que la conscience est omniprésente et qu'il y a une conscience dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal, bien sûr, dans le règne humain, etc., souvent on prend la chose à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par s'interroger sur qu'est-ce que peut bien être une conscience dans un caillou, dans un règne minéral, qu'est-ce que ça peut bien donner dans un végétal, etc. Alors que ce qui est intéressant et ce qui nous est proposé dans cette recherche ésotérique, c'est justement de percevoir l'inverse. C'est de se dire que tout est avant tout conscience, que la conscience préexiste avant toute chose, et que c'est la conscience qui donne naissance progressivement à ce qui existe au niveau matériel. Finalement, c'est un certain type de conscience, on pourrait dire un certain type d'âme, un certain type d'esprit, ça dépend des mots qu'on veut utiliser, et ce certain type d'esprit ou d'âme ou de conscience qui va donner naissance à un minéral. C'est un autre type de conscience qui va donner naissance à un végétal, un animal, un humain, etc., etc. Par conséquent, tout cela correspond à certaines recherches. Les minéraux, l'esprit du minéral, c'est toujours d'essayer de rechercher la structuration. L'esprit du végétal, c'est de rechercher la sensibilité. L'âme, au sein du monde animal, développe complètement l'intelligence, la créativité, le mouvement. Et puis, comme vous le savez, au sein du règne humain, le quatrième règne, l'âme humaine cherche tout simplement la conscience de soi. Être parfaitement conscient de soi-même. Ce qui est un projet, mais qui est très très loin d'être complètement réalisé par l'ensemble de l'humanité. Beaucoup de gens, pour dire même toutes les personnes qui existent actuellement dans l'humanité, sont conscients d'eux-mêmes physiquement, par rapport à leur image. Quand on se reconnaît dans une glace, on sait que c'est soi. Mais sommes-nous véritablement conscients de nos émotions, de nos désirs? Sont-ce bien les nôtres?
Dans quelle mesure on est influencé par la mode, par ce qui se passe dans le monde, par notre éducation, etc., etc. Est-ce que je suis conscient de mes propres désirs qui sont bien les miens, de mes affects? Et alors, encore plus difficile, qu'en est-il de nos idées? Les idées, la plupart du temps, sont des choses qui circulent et que nous récupérons à droite à gauche par les lectures, parce que nous entendons. Est-ce que je suis conscient de mes propres idées? On voit bien qu'il y a vraiment un long travail à réaliser pour que l'humain devienne pleinement conscient de lui-même sur tous les plans. Mais le travail se poursuit. Ce travail est tellement en bonne voie depuis quelques années, depuis un siècle, que l'être humain, dans nos contrées dites civilisées, arrive à une conscience de lui-même très affirmée. Et donc le moi-je l'emporte largement, avec l'égoïsme et toute la civilisation qui va avec, le chacun pour soi. Qu'en est-il des règnes supérieurs? Parce que la conscience ne s'arrête pas là. Très souvent ici, c'est même pas très souvent, c'est à chaque fois, nous évoquons ce qu'on appelle le cinquième règne. Minéral, végétal, animal, humain. Le cinquième règne, donc le règne supra-humain, le règne de l'âme. Et ce règne des âmes, c'est ce qu'on appelle le règne spirituel. C'est ce que Jésus appelait le royaume de Dieu. C'est le règne justement que tout le monde cherche lorsqu'on parle d'une démarche spirituelle. Mais là aussi, il y a énormément de choses à revoir. C'est intéressant, déjà, je crois que c'est une idée tout à fait révolutionnaire qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de livres, de dire que la vie spirituelle est un règne de la nature, que le monde de l'âme est le cinquième règne de la nature. Ça vous montre combien les règnes de la nature sont importants à percevoir, non pas du point de vue de la forme, mais du point de vue de la conscience. Qu'est-ce qui va distinguer un minéral d'un végétal, d'un humain, d'une planète, d'une étoile, etc. La conscience, l'état de conscience, et rien d'autre. Qu'est-ce qui va nous amener à distinguer ce fameux cinquième règne? C'est ce qu'on appelle la conscience d'ensemble, la conscience globale. Autant un humain se distingue par sa conscience individuelle, dès qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle cette conscience du cinquième règne, ça se fait remarquer par une conscience de groupe, une conscience globale, une conscience qui tient compte de tout. On pourrait dire qu'on est véritablement dans ce cinquième règne quand dans sa vie, on commence à sentir, penser, agir en tant qu'ensemble, pour l'ensemble, et non pas en tant que moi pour l'ensemble. Et encore moins en tant que moi pour moi, ce qui est notre quotidien la plupart du temps. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait définir le cinquième règne. Et là encore, c'est tout à fait révolutionnaire, c'est pas du tout la façon dont dans les temps anciens, on définissait tout le processus spirituel. Mais nous avons vu la fois dernière pourquoi. Tout le processus spirituel est une lente pédagogie, justement en rapport avec les rayons, et qu'on ne peut pas révéler à l'humanité d'un coup la réalité des choses. Elle se révèle progressivement au fur et à mesure qu'elle grandit, comme on le ferait de l'éducation d'un enfant, d'un adolescent et d'un adulte. Donc c'est vrai que c'est intéressant de percevoir autrement cette idée du cinquième règne en rapport avec une conscience de groupe. Et quand on demande à des gens qui connaissent ce cinquième règne, qui perçoivent ça, qui perçoivent le monde de l'âme, et qu'on leur dit, mais pouvez-vous nous décrire des gens en rapport avec ce règne? Et c'est là qu'on sent quelquefois qu'on est un petit peu coincé. Autant il nous faudrait des heures et des heures pour parler du règne animal, par exemple. Si on devait parler du règne animal, c'est même pas possible. Si on devait tout détailler, vu toutes les innombrables espèces animales de toute taille, etc. Donc c'est énorme. Par contre, quand on parle du cinquième règne, on va dire, ben voilà, le cinquième règne, je suppose qu'il y a des âmes, il y a des disciples, il y a des initiés, il y a des maîtres de sagesse. Mais à partir de là, je suis un petit peu sec d'écrire les différences. Et on s'imagine toujours, parce que vous voyez, on est tellement influencé encore par l'ancien monde, on s'imagine toujours qu'un disciple, c'est forcément quelqu'un qui a une certaine aura. Pour un peu, on le verrait habillé un peu d'une aube blanche. C'est quelqu'un qui a une certaine façon de se mouvoir. On dit, tiens, c'est quelqu'un de bien, tiens, c'est un être spirituel. On a des vieux schémas par rapport à ça. Et je crois qu'il est intéressant de renouveler justement ces schémas qui nous empêchent justement de voir la richesse du cinquième règne, qui nous empêchent de voir le monde invisible derrière le monde visible. Déjà, il y a une chose intéressante, c'est que autant chaque règne de la nature a un corps physique bien particulier, autant le cinquième règne partage le même corps physique que le quatrième règne. C'est-à-dire que nous tous,
nous faisons partie, ou de temps en temps, nous faisons partie, ou nous faisons partie plus complètement de ce cinquième règne, sans pour autant que ça change quoi que ce soit au niveau de notre apparence physique. Alors que c'est vrai que pour tous les autres règnes, eh bien, l'apparence physique change. On ne peut pas se tromper entre un minéral et un animal. Mais entre un humain du quatrième règne et un humain du cinquième règne, tout se passe du point de vue de la conscience, pas forcément du point de vue de l'aspect physique. Alors comment on pourrait définir ça d'une manière un peu plus précise? Comme je vous le disais, le cinquième règne se caractérise avant tout par une capacité à penser, agir, sentir en conscience d'ensemble, en conscience de globalité. On pourrait se dire, mais il y a peut-être pas mal de gens qui, non pas qui sont complètement là-dedans, mais qui commencent, peut-être nous-mêmes, on commence à participer à tout ça. Mais bien sûr. C'est pour ça que quand on va se mettre à décrire les gens qui font partie de ce cinquième règne, il va falloir peut-être que nous, on se mette, qu'on s'inclue dedans. Alors que peut-être dans un premier temps, on n'y pense pas forcément. Dès que on va quitter, même un temps soit peu, le moi, dès qu'on va arrêter d'être centré sur moi-je, on rentre quelque peu dans ce cinquième règne de conscience. Dès que ma conscience s'ouvre et que je me mets à penser en termes de globalité, je rentre dans ce cinquième règne. Et c'est là où on pourrait se dire, mais dans un domaine spirituel, quand même, pas du tout. Le cinquième règne, à aucun moment donné, je ne vous définis quelque chose qui serait, comme on disait autrefois, un peu de l'ordre du divin. La pensée dans ce cinquième règne, c'est de penser en termes de globalité. Par conséquent, que je sois un homme politique, que je sois un scientifique, que je sois un artiste, que je sois un soignant, que je sois un prof, un institut, que je sois une secrétaire, que je sois un épicier, que je sois n'importe quoi comme profession, à chaque moment, il y a des possibilités de pouvoir commencer à penser en termes d'ensemble. Dès que je me dis, mais il faudrait arrêter de penser uniquement à soi, il faudrait pouvoir partager, il faudrait peut-être pouvoir penser à la planète, il faudrait peut-être penser à tous les règnes, il faudrait peut-être penser aussi à tous ceux qui souffrent. Bref, à chaque fois que je commence finalement à m'ouvrir comme ça à une globalité, je fais des incursions dans ce cinquième règne. Et là, on se rend compte que du coup, mais on est quand même nombreux. Ben oui. Et donc beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire au départ, quand on a l'image un petit peu stéréotypée du disciple ou de je ne sais pas quoi, qui est complètement dans un domaine spirituel. Et l'humanité avance grâce à toutes ces personnes qui progressivement font des incursions dans ce cinquième règne. Et encore une fois, dans tous les pays du monde, dans toutes les couches de la société, dans tous les niveaux, il y a des tas de personnes qui commencent à faire partie de ce monde parce qu'ils voient toutes les limitations et tous les dégâts occasionnés par le quatrième règne dans toute sa splendeur avec son moi-je affirmé, qui était un passage obligatoire, mais à dépasser maintenant. On pourrait dire aussi que si on voulait décrire la diversité du cinquième règne, ça va être extraordinairement varié par le temps que chacun d'entre nous passons dans ce cinquième règne. Il y a des gens, parmi nous par exemple, nous pouvons passer peut-être de temps en temps une petite incursion dans le cinquième règne. Et puis 3-4 jours sans du tout y penser, on pense uniquement, j'ai tellement de soucis en ce moment, je suis tellement centré sur moi, sur mes histoires, que la globalité, pas vu, pas eu le temps. D'autres qui méditent par exemple très régulièrement, et qui, dans cette méditation, s'efforcent de remonter justement dans ce cinquième règne. La méditation sert aussi à cela, à quitter le moi pour penser en termes d'ensemble, ressentir en termes de globalité. Et là, ils passent beaucoup plus de temps. Certaines personnes décident de réorganiser leur vie par rapport à ce type de pensée, ce type de conscience. Certaines personnes y passent plusieurs minutes par jour, d'autres y passent des heures par jour. Et enfin, ah bah là c'est le top, certaines personnes sont définitivement complètement centrées sur ce cinquième règne et ne redescendent plus jamais dans le moi-je. Ça, c'est vraiment le top du cinquième règne. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est un long fondu enchaîné. C'est qu'on n'y passe pas comme ça, vous voyez, comme ça, ça y est, je suis plus du quatrième, je suis du cinquième. Vous voyez, on y va comme ça par petits bouts, par petits à-coups. Et on cherche chacun d'entre nous à y être de plus en plus, à être de plus en plus dans cette conscience. Et donc là, on se rend compte que, mais ça fait beaucoup de monde. Et oui, tous les gens qui s'occupent des autres, tous les gens qui s'occupent dans les associations, dans les ONG, en politique, en économie, il y a des tas de gens qui s'occupent d'essayer d'améliorer le bien des autres. Mais on pourrait dire, mais c'est quand même pas une démarche spirituelle que d'essayer de, même si c'est sympathique, de donner à manger à tout le monde ou de faire une économie de partage. C'est pas ça la vie spirituelle. Ah, tel que c'était défini à l'ancienne, non, c'est pas ça. Tel que maintenant il serait peut-être intéressant de le définir, oui, c'est ça, ça en fait partie. Ça n'est pas que ça,
Mais à partir du moment où je pense en termes d'ensemble et je cherche à réorganiser des choses, ça fait partie justement de cette démarche. On rentre dans ce cinquième règne de groupe. Après, on peut toujours aller de plus en plus loin. Qu'est-ce que représente justement cet état de conscience? Qui sommes-nous pour arriver à un moment donné à dépasser le moi-je et à rentrer dans ce nous? C'est là où on est âme. L'âme, comme je vous l'ai souvent dit, ne connaît pas l'individu. Être âme, c'est être avant tout dans la globalité. Là, effectivement, on y est totalement. On pourrait encore multiplier les descriptions, vous voyez, entre les gens qui sont dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de la vie, entre ceux qui y sont un petit peu ou souvent, et ben, les rayons. On parlait justement la fois dernière des rayons. Nous sommes tous une âme d'un certain rayon. Il y a des âmes rayon 1, rayon 2, rayon 3, et à partir de là, chacun d'entre nous, quand nous entrons dans ce cinquième règne, nous avons, de par les rayons que nous sommes, des fonctions extraordinairement différentes. Telle personne qui regorge d'idées, qui a 50 idées par jour, c'est une âme rayon 3. Et si on est âme rayon 2, on est un peu affolé, mais il n'arrête pas de bouger, mais il s'arrête quand de penser? Jamais. Et on aurait tendance à condamner, mais non, c'est très intéressant. C'est ce qu'il a apporté. Une âme rayon 2 à être beaucoup plus posée et à justement à apporter une certaine forme de sagesse, d'amour, d'unité. Et cette âme rayon 2 aura du mal à comprendre cette âme rayon 1 qui, dès qu'elle fait une incursion dans le monde du cinquième règne, ne pense qu'une chose, c'est détruire la société telle qu'elle est. Tu vas pas me dire que celui-là, c'est un disciple. Tous les vieux trucs, il les casse. Mais c'est un disciple, mais du rayon 1. Apprenons à comprendre les gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Il y a 7 types d'âmes, il y a 7 types de fonctionnement au sein du cinquième règne, et donc c'est une richesse incommensurable. Vous voyez donc à quel point, quand on commence à voir tout ça, qu'à chaque fois qu'on rentre dans cette conscience d'ensemble, qu'il y a des gens qui y sont de plus en plus fréquemment, dans différents secteurs, avec différentes qualités de rayons, mais on s'aperçoit que ce règne, ce cinquième règne, ce règne des âmes, mais il est là. On peut le décrire. On peut arriver à se dire, mais ça va devenir aussi difficile à décrire que le règne animal, parce que ça comprend tellement, tellement de gens, il y a une telle diversité. Eh bien oui, à partir du moment où on commence à se dire et à comprendre qu'un règne, et à le reconnaître ainsi, il est d'une diversité extraordinaire, c'est qu'on rentre vraiment dans sa réalité. Alors on peut dire, mais alors, au-delà de ce cinquième règne, parce que je suppose que la conscience ne s'arrête pas comme ça dans cette conscience globale concernant la planète Terre. Bien évidemment non. Comme vous le savez, puisque vous êtes habitués, nous présentons régulièrement ici la suite des choses, qui se passent par le règne planétaire, le sixième règne, le règne stellaire, le septième règne. Alors évidemment, quand on n'est pas habitué, on dit quoi? Les planètes sont un règne de la nature? Ben oui. Le plus surprenant, c'est que les astronomes n'en arrivent pas encore à cette conclusion. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que finalement, on est simplement prisonnier d'une appellation trop restrictive du mot nature. C'est-à-dire que ça reste pour nous la nature, ça reste purement terrestre. Mais si on passait à une nature cosmique, quels sont les règnes de la nature du cosmos? On s'apercevrait que les planètes sont évidemment un règne fondamental. Parce que c'est des milliards de planètes qui existent. Pensez donc que presque tous les systèmes solaires ont un système planétaire autour. Et quand on sait qu'il existe des milliards d'étoiles, il y a de quoi vraiment faire 2 règnes de la nature fondamentaux. Et justement, tous les maîtres, tous les sages qui sont allés au-delà dans leur conscience, nous disent, mais les planètes ne sont pas ce que vous croyez. Ce ne sont pas des corps morts comme ça dans le cosmos. Ce sont des corps physiques de conscience absolument gigantesques, qui nous dépassent complètement. Ça nous fait bizarre parce qu'autrefois, et encore maintenant, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de l'âme pour nous? Dieu, direct. Et donc l'être humain avec son âme était au sommet de la pyramide. Les animaux, les végétaux, les minéraux, l'humain, l'âme, et au-dessus de nous, rien, Dieu, direct. Et d'un seul coup de mettre des intermédiaires, ça fait bizarre. D'autant plus que, pourquoi est-ce que les astronomes ne considèrent pas tout de suite que c'est un règne de la nature? Parce que justement, ils reconnaissent que derrière tous les règnes de la nature, il y a une certaine forme de conscience. Pourtant, il y a des scientifiques qui attribuent vraiment une certaine forme de conscience tout à fait élémentaire à l'atome, à certaines particules. C'est comme bizarrement, comme si finalement d'imaginer que quelque chose de plus grand pourrait être conscient, mais ça a des conséquences énormes.
Ça voudrait dire que si une planète a une conscience, elle est des milliers de fois plus développée que la nôtre, et ce que ça implique impressionne. Imaginez que toute étoile, comme notre Soleil, n'est que le corps physique d'une conscience encore plus grande que celle de la planète, et donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est là que se cache Dieu? On voit bien que de là à faire le pas, de dire que c'est un règne de la nature, bah pour l'instant on hésite. Et pourtant, le 6e et le 7e règne sont bien des planètes et les étoiles. On peut dire, mais alors, ça s'arrête où? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose d'organique dans notre univers, comme je vous le disais au début, c'est parce que derrière, il y a une conscience. C'est la conscience qui crée l'organe. C'est la conscience qui crée la forme et non pas l'inverse. Il n'y a donc aucune forme sans conscience. Et s'il y a une forme, c'est qu'il y a une conscience. S'il y a une étoile, c'est qu'il y a une conscience. Mais du coup, les étoiles se regroupent en ce qu'on appelle des constellations. Et ces constellations sont des groupements d'étoiles qui se déplacent donc dans la galaxie et qui forment des êtres encore plus vastes. Et ces constellations se regroupent à leur tour. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on retrouve la galaxie elle-même. Pour ceux qui n'auraient jamais vu de galaxie, je vais vous faire une petite représentation. Ça, c'est une galaxie vue par la tranche. Vue d'en haut, ça donnerait plutôt ceci, vous voyez, comme une gigantesque spirale. Dans l'univers, aucune étoile ne voyage seule. Nous, quand on regarde le ciel étoilé, on voit tout un pictique comme ça d'étoiles, on a l'impression que il y a partout dans l'univers, c'est que des étoiles comme ça. Pas du tout. Toutes les étoiles que nous voyons appartiennent à notre galaxie. Il n'y en a pas une seule qui est en dehors de la galaxie. Et une galaxie comme la nôtre, par exemple la nôtre est un peu comme ceci, c'est entre 150 et 200 milliards d'étoiles. Entre 150 et 200 milliards d'étoiles. Et quand on regarde, quand on sort un petit peu de la galaxie avec des grands télescopes, est-ce qu'on voit tous les petits pictiques qu'on voit dans le ciel? Est-ce que ce sont des étoiles? Pas du tout. Ce sont des galaxies. Dans l'univers, pour l'instant, on compte à peu près 100 milliards de galaxies. Qui sont les véritables habitants du cosmos. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, s'il y a une forme comme ça, c'est qu'il y a une gigantesque conscience qui lui a donné naissance. Est-ce que c'est un règne suprême de la nature, la galaxie? Je n'en sais strictement rien. Les scientifiques sont en train déjà de voir qu'ils ont tendance à se regrouper en amas. Notre galaxie est partie d'un amas qui elle-même se regroupe en super amas. Jusqu'où ça va, on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on peut voir à travers ça, c'est combien finalement l'infini de l'univers est l'infini de la conscience. Puisqu'il n'y a pas d'univers sans conscience, il n'y a pas de forme sans conscience, c'est la conscience qui donne naissance à tout. Donc finalement, s'il y a un univers en expansion infinie, ça veut dire que le mouvement de la conscience est en expansion infinie de la même manière. Et que la conscience qui est la nôtre pour l'instant, elle est appelée un jour à devenir complètement celle du 5e règne, et puis du 6e, et puis du 7e, etc. Est-ce que chacun d'entre nous, dans des milliards et des milliards et des milliards d'années, nous serons incarnés dans le corps physique d'une galaxie? Pourquoi pas? On peut même l'imaginer, le jour où on aura la conscience qui correspond avec. Voilà ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, cette grande capacité d'expansion d'un univers et forcément d'une conscience qui va avec, car les deux choses sont inséparables. Alors tout à l'heure, je posais la question de Dieu, on dit mais là tu es en train de le reculer, bon Dieu c'est peut-être pas ça, alors c'est peut-être... Oui, mais Dieu qu'est-ce que c'est? Toujours le problème, quand on traite de Dieu, on parle de quoi? On pourrait dire d'une certaine façon, Dieu c'est le fourre-tout de tout ce qu'on ignore. Quand on ne sait pas, quand on est un peu coincé, on dit ça c'est Dieu. Comment peut-on définir Dieu? Et c'est vrai que alors là, il y a plein de possibilités, hein, je ne vous donne pas des réponses définitives. Pour certains, par exemple, Dieu, aussi immense que ça puisse paraître, ce serait la gigantesque conscience qui a créé l'univers et qui est à l'arrière-plan de l'univers. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est que comme on ne sait pas ce que c'est que cet univers, comme c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est très très difficile de pouvoir imaginer une conscience en rapport avec un organisme qu'on n'arrive absolument pas à cerner. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous être utile ou qui va nous donner quelques indications pour pouvoir avancer. D'autres définitions disent que ce serait plutôt l'organisme
la conscience derrière un organisme dans lequel nous avons la vie et l'être. Ah, auquel cas, du coup, ça remet la planète Terre. Nous avons la vie et l'être au sein de la planète Terre. Est-ce que ça pourrait dire, est-ce que c'est Dieu? Alors là, on pourrait dire oui, mais c'est peut-être le Soleil aussi, parce que la Terre sans le Soleil, il n'y a rien. Donc peut-être est-ce que Dieu, ce serait le Soleil? D'où les adorateurs du Soleil, il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Finalement, si c'est l'organisme dans lequel nous avons la vie et l'être. Pourquoi pas? D'autres disent, Dieu, pour moi, c'est plutôt ce qui donne son sens. C'est le sens fondamental de ma vie. Et finalement, ce que chacun appelle Dieu, c'est la façon dont chacun définit le but de sa vie. Et c'est pour ça que c'est tellement variable. Pour certaines personnes, Dieu, c'est l'état de perfection, c'est l'état d'amour total, c'est l'état de réalisation. Donc c'est parce que c'est leur but. Pour d'autres, Dieu, c'est le paradis, c'est le nirvana, quelle que soit la forme de ce paradis. Et ils pensent que voilà, quand ils ont atteint ce paradis, ils ont atteint Dieu. Pour certains, c'est un Dieu beaucoup plus terrestre. C'est par exemple le triomphe d'une idée fondamentale, comme la liberté, la fraternité ou le partage. Et ils se donnent complètement à ça. Pour eux, c'est ça Dieu, c'est ce qui donne un but, un sens fondamental à leur vie. Pour d'autres, c'est beaucoup plus terrestre, c'est tout simplement le bonheur. Moi, le but de ma vie, c'est le bonheur. Et si Dieu existe, mon Dieu, rendez-moi heureux. C'est tout ce que je demande, hein, pas grand-chose. Et puis pour certains, quelquefois, ce qu'ils adorent véritablement, ce qui est divin pour eux, c'est l'argent, c'est la sexualité, c'est le pouvoir. C'est des choses un petit peu comme ça, peut-être que nous avons évoquées il n'y a pas longtemps. Et donc c'est ça pour eux qui représente leur Dieu, ce qu'ils adorent, leur but de la vie. Donc il y a de multiples façons d'imaginer Dieu, parce que chacun le fait à sa manière. Mais c'est vrai que c'est intéressant peut-être de voir ces deux aspects, ces deux derniers aspects qui ont peut-être un côté pratique. C'est-à-dire Dieu considéré comme l'être dans lequel nous avons nous-mêmes la vie et l'être, et ce qui donne un but à notre existence. Intéressant de voir la chose de cette manière-là. On pourrait commencer par voir ce qui concerne justement la Terre. C'est sur cette planète que nous vivons. Nous partageons complètement la vie de cette planète, et c'est là que nous avons la vie et l'être. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on pourrait considérer, non pas Dieu, je laisse tomber cette appellation parce qu'elle est trop sujette à caution, mais simplement peut-être ce qui donne le sens à notre vie, ce qui serait notre but, ce qui serait peut-être la conscience qui serait juste au-dessus de nous. Parce que qu'est-ce qui va être intéressant finalement si on imagine un Dieu ou si on imagine un être supérieur? Ce serait que finalement cet être supérieur nous renseigne sur qu'est-ce que nous faisons ici. Et on s'aperçoit que cette question, qui n'effleurait pas du tout les humains auparavant, et auquel souvent les églises éludaient un petit peu cette réponse, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ici? Y a-t-il un plan? Y a-t-il un dessein divin? Est-ce que nous pouvons être un peu au courant? Est-ce qu'on peut être embrigadés finalement dans ce dessein? Est-ce qu'on peut coopérer tous ensemble par rapport à cela? C'est une question qui se pose de plus en plus. Et ça ne sert à rien finalement d'aller chercher peut-être une divinité, outre qu'on ne pourrait absolument pas la contacter, quelque chose qui serait complètement cosmique et qui ignorerait tout de la planète Terre, car ne nous leurrons pas. Dès qu'on arrive dans cet être gigantesque qu'est la galaxie, si on pouvait interroger cet être gigantesque, qu'est-ce que nous les humains on a à faire? Les quoi? Les humains. Je ne connais pas. Sur Terre. Je ne connais pas. Si, vous connaissez bien quand même le Christ, le Bouddha. Non, désolé, je ne connais pas. Mais sur la Terre du système solaire, vous savez, le système solaire, j'en ai 200 milliards. À peu près dans quelle région? Dans cette zone, là, 30 000 années-lumière du centre. Non. Il y a un système solaire, oui. Ouais. Pour moi, c'est une petite cellule, hein, c'est juste une cellule de mon corps. Vous êtes conscient de toutes les cellules de votre corps, vous? Non. S'il y en a une qui vous réclame quelque chose, Donc, qu'est-ce qui nous sert, nous? C'est tout simplement de nous adresser au degré immédiatement au-dessus, au niveau de la conscience. Et c'est ça qui va nous donner notre sens, c'est ça qui va nous donner notre but. Alors ça, c'est complètement nouveau. C'est pour ça que ce n'est que depuis un siècle environ qu'on commence à enseigner que le degré supérieur de l'humain, c'est la planète. Vous avez peut-être entendu parler du centre qu'on appelle Shambhala.
Shambhala, c'est le centre de conscience qui est relié justement à la planète Terre. Il faut bien comprendre que tant que l'humanité n'avait aucune idée de ce que représentait la planète, c'était très difficile d'enseigner à ce propos-là. Alors que depuis que les missions Apollo ont pris de loin en photo la Terre, on n'imagine pas ce que ça peut créer au niveau de l'esprit humain. D'un seul coup, on voyait notre planète, on se voyait de loin. On a tous pu prendre conscience d'une manière extrêmement précise de ce que représente cette planète et que nous vivons tous là-dessus. Et les témoignages d'astronautes sont tout à fait extraordinaires quand ils disent que de là-haut, on ne voit aucune frontière, on imagine une humanité une. C'est vrai que ce sont des témoignages qui frappent de dire, mais on peut avoir une vue planétaire et on est tous embarqués dans ce vaisseau spatial immense à travers l'espace. Et voilà pourquoi finalement, depuis ce temps-là, on commence à instiller dans l'humanité l'idée que dans nos méditations, une des choses qui serait très importante maintenant, qui n'effleurait pas l'humanité autrefois, c'est de dire où est-ce qu'on va? Quel est le dessein? Quel est le but? Quel est le plan? Nous, humanité, nous sommes venus sur cette terre pour quoi faire? Quel est le projet? Et c'est à ce projet que je vous invite tous les mois donc d'essayer d'imaginer et de participer. Quelquefois on dit mais c'est la spiritualisation de la matière. Oui, ce qui est tout à fait abstrait puisque on ne sait pas trop ce que c'est que l'esprit, encore moins la matière. Donc c'est vrai que c'est très abstrait, mais pourtant on a peut-être des idées comme ça de projets. Et ce qui nous est proposé, c'est de contacter de plus en plus justement ce centre Shambhala. Shambhala, c'est un point d'énergie. On le situe symboliquement au-dessus de l'Himalaya, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est certainement pas un lieu, c'est avant tout un point de conscience. On pourrait dire c'est avant tout un chakra, c'est comme si c'était le chakra coronal de la planète Terre. Et c'est comme si par ce point, on pouvait réussir tous ensemble, parce que c'est impossible individuellement, par des méditations globales, à connecter progressivement c'est quoi la volonté. Vous savez, quand Jésus était sur Terre, très souvent, il parlait du Père. Je suis venu pour faire la volonté du Père. J'ai été envoyé par le Père. Et régulièrement, il méditait pour percevoir la volonté du Père. Le Père, c'est Shambhala. Le Père, c'était le logos planétaire. Excusez-moi, j'ai employé un terme que je ne vous ai pas expliqué. Logos, c'est comme ça qu'on appelle l'âme des planètes ou l'âme du Soleil. Donc on parle de logos planétaire ou de logos stellaire, donc en rapport avec ces grandes âmes. Et donc pour connecter cet esprit de la Terre, eh bien, c'est des méditations par rapport à Shambhala. Et je vous signale en particulier un moment très important qui a lieu très exactement 6 mois en arrière, pendant l'énergie taureau, et qu'on appelle la fête du Vésak. La fête du Vésak, qui est une grande fête, donc particulièrement en Orient, et qui est la grande fête en rapport justement avec ce point de Shambhala. C'est un moment donc particulier dans l'année pour essayer de connecter tous ensemble cette énergie. Oh, on n'en reçoit jamais rien de concret, mais progressivement, ça s'infiltre dans l'humanité et on avance par rapport à cela. Donc c'est intéressant de voir que nous, en tant qu'humanité, on demande de plus en plus à ce qui est notre supérieur hiérarchique, la planète, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Est-ce qu'on peut être progressivement donc imprégné du plan, du but de l'humanité et naturellement de tout ce qui va autour? Alors on ne s'arrête pas là. Naturellement, dès qu'on parle planétaire, on dit mais alors, que sont les autres planètes du système solaire? Ah ce sont des collègues. Naturellement, toutes les planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ce sont aussi des gigantesques corps en rapport avec des gigantesques consciences. Et chacune a sa caractéristique. Là encore, vous voyez, quand on ne connaît pas très bien l'astronomie, on pourrait dire, les planètes, il n'y a rien qui ressemble plus à une planète qu'une autre planète. Ah non, détrompez-vous. Exactement comme dans le règne humain ou dans le règne animal, puisque ce sont à chaque fois des consciences différentes, les planètes sont toutes différentes. Rien que dans le système solaire, il n'y a pas une seule planète qui ressemble à une autre. Elles ont toutes des caractéristiques et des qualités extraordinairement différentes. Et de même dans l'univers tout entier. Il y a autant de planètes que ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'à chaque fois, ça correspond à des états de conscience évoluant d'une manière différente, avec des qualités différentes. Vous dire, mais elles ont toutes des qualités différentes? Absolument. C'est ce qu'on appelle les rayons. Les fameux rayons dont on parlait la fois dernière, ces rayons qui qualifient, qui imprègnent complètement toute la vie sur Terre, ce ne sont que les émanations de conscience des autres planètes.
Jupiter est l'émanation du rayon 2, Saturne du rayon 3, Mercure du rayon 4, Mars du rayon 6, etc. Donc toutes ces planètes que nous connaissons, eh bien, elles ont un rayonnement d'énergie et de conscience, et ce sont ces rayonnements d'énergie-conscience qui imprègnent complètement et qui influencent autant l'humanité, tel qu'on a pu le voir la fois dernière. L'origine de ces rayons, de ces émanations, ce sont toutes les planètes au sein du système solaire. Vous dire, mais comment ça se fait? Parce qu'il ne se passe rien sur ces planètes, il n'y a rien, il n'y a que sur la Terre qu'il se passe autant de vie. Là encore, c'est une manière tout à fait enfantine de voir les choses. C'est toujours comme si seules des formes physiques denses étaient des formes de vie viables. Mais la conscience a différents degrés de matérialisation. Et on se matérialise aussi bien sur un plan mental, qui est une certaine forme d'énergie. On les voit avec les formes pensées. On peut se matérialiser jusqu'au plan astral. On peut se matérialiser jusqu'au plan éthérique, le plan d'énergie, qui est le plan universel, sans aller du tout jusqu'au plan physique dense. Si bien que toutes les planètes regorgent de vie. Il y a des êtres vivants, il y a des règnes de la nature, absolument sur toutes les planètes. Mais évidemment pas avec un corps physique dense. Vénus, par exemple, c'est l'enfer. Vénus, c'est une pression atmosphérique telle qu'on en trouve dans les océans 11 000 mètres de profondeur. C'est une atmosphère faite d'acide sulfurique surchauffé à 450 degrés. Bon, c'est même pas la peine d'imaginer un corps physique. Mais par contre, si vous êtes en corps éthérique sur Vénus, peut-être que c'est très bon après tout. Pas gêné du tout du point de vue de l'énergie. Jupiter, une gigantesque planète gazeuse, pareil. Là aussi, il n'y a aucun corps physique qui peut y être. Par contre, du point de vue de l'énergie ou d'autres plans, tout peut vivre. Et donc, ce serait intéressant là aussi de nous ouvrir pour nous rendre compte que, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, quand les scientifiques recherchent, y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? C'est toujours très rigolo, mais la vie est absolument partout. Chaque planète regorge de vie, mais pas forcément jusqu'au plan physique dense. Il n'y a peut-être qu'une planète par système stellaire qui descend jusqu'au corps physique dense, parce qu'encore une fois, chaque planète a son mode de vie, amène sa note clé, et tout ceci est remarquablement complémentaire. Et alors, c'est cette planète, ces 10 planètes que nous sommes, elles travaillent dans quoi? Dans le système solaire. Donc ce sont des 6e règnes qui travaillent avec le 7e règne. Et donc le système solaire dans son entier, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Vous savez que la distance entre le Soleil et puis la dernière des planètes qui est Pluton, c'est 5h30 à la vitesse de la lumière. Donc la lumière met 5h30 pour aller de Pluton, la dernière planète, jusqu'au Soleil. Voilà, comme ça. Et quelquefois, on pense que c'est la limite du système solaire. Non. D'après les astronomes, la limite du système solaire, c'est 9 mois. Donc, vous voyez, il y a de la place après la dernière planète. Donc c'est un rayonnement des radiations solaires qui s'étendent sur 9 mois d'espace. Tout ça, c'est le système solaire. Et je parle de rayons, hein. Je ne parle pas de diamètre. Donc c'est vous dire à quel point finalement c'est quelque chose qui est absolument immense, qui a un rayonnement fabuleux. Et toutes les planètes travaillent. Mais ce système solaire, il a une qualité. Pareil. C'est aussi un gigantesque être qui travaille à un certain type de conscience. Mais il travaille à quel type de conscience? Avec d'autres étoiles. Et c'est quoi la qualité fondamentale de notre système solaire? C'est le rayon 2. C'est véritablement la qualité fondamentale, c'est le rayon d'amour-sagesse. Notre étoile est fondamentalement rayon 2. À tel point que toutes les planètes et tout ce qui vit dans notre système solaire, à savoir tous les autres rayons, sont en quelque sorte des sous-rayons de ce grand rayon 2, sont des aspects du rayon 2. Ça veut dire que la note clé fondamentale dans notre système, c'est l'amour. Et toutes les autres qualités auxquelles travaillent les planètes, c'est toujours cette manière d'arriver à mettre en place l'amour au sein du système solaire. Et alors après? Après, ça nous dépasse. Hein. Oui, déjà, nous, arriver à concevoir le plan planétaire, c'est pas rien. Arriver à concevoir ce plan planétaire au sein d'un système solaire, parce qu'il y a toutes les autres planètes, c'est déjà intéressant, mais arriver à percevoir qu'est-ce que peut bien être ce plan du système solaire, on nous dit c'est l'amour. Quelle perception avons-nous de l'amour? En quoi est-ce que ça peut nous éclairer? Pas toujours évident. Et donc, on peut toujours se dire que le Soleil, de toute façon, en tant que grand rayon 2, il travaille avec d'autres étoiles, avec d'autres systèmes solaires proches, chacun représentant un rayon, et qui sont certainement regroupés dans un système encore plus grand qu'on appelle une constellation, et que les constellations elles-mêmes se regroupent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusque peut-être la galaxie, et pourquoi pas des groupes de galaxies. Et là, on arrive vraiment
à des mystères du point de vue de la conscience. Parce que vous voyez, déjà, nous, on s'imagine que si on arrive à piger un peu quelque chose du plan sur la Terre, et à se dire, donc c'est la spiritualisation de la matière, ou dans le système solaire, c'est d'arriver à l'amour, à l'unité de tout, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au-dessus, au-delà? C'est strictement impossible à percevoir. Mais croyez-vous qu'un atome d'une cellule de votre genou peut comprendre ce qui se passe quand vous prenez une douche? Rien du tout. Vous vous rendez compte que régulièrement, même un acarien, le pauvre, il est beaucoup plus gros. Un acarien, d'un seul coup, va s'affoler. Il va dire, c'est un tremblement de terre, c'est un séisme, on est bousculé partout. Et d'un seul coup, on était toute une bande d'acariens et on est tous engloutis par un tsunami fantastique. Mais non, j'ai juste changé les draps, je les ai passés à la machine à laver. Ah bah, oui, mais de son point de vue, ça a quand même fait ça. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que pour nous, on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans ces consciences-là, si ce n'est que c'est développer des qualités, des aspects de l'univers qui nous sont totalement inconnus et qu'on découvrira certainement en temps utile, dans des millions d'années ou les milliards d'années qui viennent, puisque la conscience ne meurt pas et qu'elle s'agrandit sans cesse, et exactement comme l'univers lui-même s'expanse. Alors c'est là on pourrait dire, entre les étoiles, quand même, il y a des sacrés vides. Parce que rien qu'entre les planètes, bon, entre nous, Jupiter, Uranus, Vénus, etc., bon, il y a quand même des énormes vides de l'espace. Donc c'est vrai que peut-être que les planètes sont des consciences, mais elles sont vraiment entourées de vides. Oui, ça c'est ce qu'on croit. Mais en réalité, imaginez quelqu'un qui vit dans son appartement. Il est tout seul. C'est un appartement et il va et vient d'une pièce à une autre, etc. Imaginons un acarien qui pourrait avoir comme ça une toute petite perception de ce qui se passe et qui décrirait. Il dirait, eh ben, c'est fantastique parce que finalement, il va et vient d'un univers à l'autre, d'une pièce à l'autre, comme ça, et il occupe un espace extraordinaire et finalement, on le sent partout, alors qu'il n'est pas partout à la fois. Il imprègne complètement l'espace. Effectivement, on imprègne complètement l'espace de notre appartement. Et quand on vit à plusieurs, on imprègne complètement aussi l'espace dans un appartement ou dans une maison. On a beau être dans des pièces différentes, c'est sûr qu'on imprègne complètement ça. Et le rayonnement se sent. On arrive même à sentir le rayonnement des voisins. On arrive même à percevoir donc très très bien, mais quelquefois trop, le rayonnement des voisins. Et puis l'acarien, il pourrait dire, puis c'est fantastique, ils sont 3 ou 4 dans cette maison, c'est des espaces absolument infinis, et ils communiquent. Et de temps en temps, ils se rendent compte. Et donc, il se passe quelque chose. Il y a des rapports entre eux. Il y a même quelque chose que je ne discerne pas, qu'ils ont dans la main, et qui leur donne des informations d'autres univers. Et immédiatement, des choses que je ne vois pas. Notre rayonnement s'étend bien au-delà de notre volume physique. Bien évidemment. Que ce soit un rayonnement éthérique, que ce soit un rayonnement astral, un rayonnement mental, un rayonnement de personnalité, ça va bien au-delà. Là, je vous décrivais que les choses physiquement. Mais regardez, par exemple, quand on commence à regarder les autres rayonnements, à quel point, par exemple, des artistes, des créateurs, des scientifiques, des hommes politiques, à quel point des gens comme ça peuvent avoir un rayonnement mondial. Qui ne connaît pas Michael Jackson ? Qui ne connaît pas Barack Obama ? Ce sont des personnes qui, certainement, même par leur influence, ont un rayonnement mondial. C'est vrai que si Barack Obama s'enrhume, au niveau du monde, on le sent, il se passe quelque chose. Il a de mauvais poils, on sent qu'il va se passer. Donc, vous voyez, il y a véritablement un rayonnement extraordinaire. Et donc, qui n'est pas du tout en rapport avec simplement le volume de la personne. Qui ne connaît pas Lady Gaga dans le monde ? Hein ? Bon, j'ai pas dit apprécier. Hein. Non. Donc vous avez des gens qui ont un rayonnement absolument fabuleux et qui ne s'arrêtent pas du tout simplement à leur volume. Je vais vous montrer cet exemple pour comprendre combien c'est exactement ce qui va se passer à des niveaux plus élevés, au niveau des étoiles ou au niveau des planètes. On pourrait faire un schéma pour essayer de se représenter ça un petit peu mieux. Voilà par exemple la Terre.
Ce que je vous montre ici, ce n'est pas le globe terrestre. Le globe terrestre, il faudrait le faire de cette taille-là, peut-être. Vous voyez, juste comme un petit point au centre. Si ce serait le rayonnement. Ça, c'est le rayonnement de la Terre. Autour de nous, il y a le rayonnement de toutes les autres planètes. Et donc, on pourrait les dessiner ainsi. On pourrait donc dessiner toutes les planètes de cette manière-là, avec chacune leur rayon, chacune leur qualité. Naturellement, mon dessin, il est faux, parce que j'ai mis la Terre au centre. C'est uniquement pour des facilités de dessin, pour montrer l'imbrication. Naturellement, la Terre n'est pas au centre. Là, elle va se retrouver au centre du dessin, mais c'est le problème de ce petit dessin. Donc, toutes les planètes, tout le rayonnement planétaire sont complètement, non seulement imbriqués les uns par rapport aux autres, mais aussi donc par rapport à la planète Terre. Et donc, tout ça, ce rayonnement planétaire se trouve au beau milieu de ce qu'on pourrait appeler un système solaire. Et là, nous trouvons donc notre Soleil avec son grand processus donc de rayon 2 d'amour-sagesse. Tout ça, c'est vraiment donc le système solaire. Et donc, c'est un organisme dans lequel tout évolue. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, on pourrait parfaitement dire, mais il y a plein d'autres systèmes stellaires. Voilà par exemple d'autres systèmes stellaires en rapport avec le nôtre. Chacune développant naturellement des qualités et des énergies différentes. Si lui il est rayon 2, les autres peuvent être complètement d'autres rayons. Et puis comme je vous le disais, tout ça, tous ces systèmes solaires sont groupés dans des constellations. Ça c'est une constellation qui regroupe plusieurs systèmes solaires et qui a aussi sa qualité propre, laquelle je n'en sais strictement rien. Et je le saurais, je sens que ça me ferait une belle jambe. Parce que c'est tellement loin et tellement abstrait que vraiment, là, rien du tout. Et puis, naturellement, ces constellations sont elles-mêmes complètement en rapport avec d'autres constellations. Mais là, peut-être que mon tableau va être un peu petit pour faire à nouveau des groupes, etc. et continuer. Donc, vous voyez, on a une espèce d'imbrication constante de toutes ces consciences. Et par conséquent, on pourrait dire, mais où y a-t-il un vide? Mais il n'y a pas de vide. Mais le vide de conscience n'existe pas. De même que je prenais mon exemple de l'appartement ou du rayonnement de certains artistes, mais finalement, nous envahissons par notre conscience, par notre rayonnement psychique, notre rayonnement d'âme, notre rayonnement de personnalité à tous les niveaux, nous envahissons complètement tout l'espace. Et les planètes occupent absolument tout l'espace. Et c'est pour ça qu'elles s'imbriquent elles-mêmes. Et vous voyez, je les ai faites se chevaucher en plus. Pourquoi? Parce que on nous décrit justement dans certains écrits qu'à l'intérieur de ce système, il n'y a pas non plus que des consciences en rapport avec des corps physiques. Là, je vous ai décrit des consciences fantastiques en rapport avec des planètes, en rapport avec des étoiles, des constellations ou autres. Mais il existe tout autant un nombre fantastique de consciences qui ne sont pas du tout reliées à un corps physique. Je n'en citerai que quelques-unes. Ce sont simplement toutes les consciences qui sont chargées de faire le rapport. Voilà, entre tous ces niveaux. Partout où il y a des rapports entre des grands groupes comme ça, vous voyez, chaque fois que j'ai fait se superposer des éléments, puis on pourrait dire à chaque fois, voilà, ici, là, tac, 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 tac. À n'importe quel niveau, il y a donc des gigantesques groupes de conscience qui amènent les interactions entre toutes ces différentes sphères de rayonnement. De même que chez nous, par exemple, nous, chez les humains, il y a des humains qui sont spécialisés pour faire le rapport entre les animaux et nous, qui s'occupent particulièrement des animaux, d'autres avec les végétaux, d'autres avec les minéraux. Ça existe aussi plus haut. Les méditants, par exemple, sont des gens qui cherchent à faire le rapport entre l'humanité qui ne médite pas encore, et puis peut-être justement cette conscience un petit peu plus élevée du cinquième règne. Et puis des gens qui sont complètement dans le cinquième règne vont méditer par rapport à Shambhala, et peut-être ramener un petit peu plus l'histoire de plan dans l'humanité. Et puis ceux qui sont sur Shambhala cherchent à communiquer justement de plus en plus avec les autres planètes, et en rapport avec le Soleil. Et peut-être qu'il y a des méditants spéciaux en rapport avec le Soleil qui méditent avec les autres systèmes solaires, et puis il y a des méditants spéciaux qui méditent... Bref, la méditation est le processus le plus universel qui soit. Il consiste toujours à aller chercher dans la sphère supérieure le plan global, le but en rapport avec ce que nous pouvons admettre. Comment on peut aller chercher le but ou une partie du but et le retransmettre finalement en dessous de nous? La méditation, c'est ça. C'est quoi le but? Et ce que je peux percevoir un petit peu comme but, j'essaie de le retransmettre aux autres. Et il y a une chaîne comme ça de retransmission depuis les niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas. Ça, c'est le but de la méditation. Et vous voyez pourquoi tout à l'heure je vous disais, Dieu peut être conçu de deux manières.
Premièrement, comme étant l'organisme dans lequel nous avons, nous, directement la vie et l'être. On peut s'amuser à dire que Dieu c'est tout ça, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est pour ça que, finalement, quel est l'organisme dans lequel nous avons la vie et l'être? C'est la planète Terre, ou c'est le système solaire, si on veut déjà aller un petit peu plus loin. Et puis d'autre part, si on dit que Dieu c'est ce qui donne un sens, c'est le but que nous choisissons, que nous poursuivons, alors quel est ce plan? Et c'est là où on rencontre le but de la méditation. La méditation, ce n'est pas simplement pour devenir un être plus accompli, c'est surtout pour aller chercher qu'est-ce que nous fichons ici et le communiquer donc à tous ceux qui veulent avoir quelques tuyaux par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment notre but fondamental. Voilà ce que peut représenter, vous voyez, ce processus de conscience. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan du visible? Tout ce qu'on peut percevoir d'invisible. C'est tout ce monde qui peut paraître extrêmement complexe, mais qui est très intéressant parce que ça va transformer les choses. Alors c'est là où on pourrait se dire, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est une belle construction mentale, c'est bien. Ça sert à quoi de savoir tout ça? Eh bien, ça sert à rien. Si le mot « ça sert à quoi » vous voulez dire concrètement dans ma vie à quoi ça sert, je vous rassure tout de suite, ça sert strictement à rien. Mais, comme nous ne sommes pas là pour travailler du monde concret, mais pour parler justement de l'invisible, dans l'invisible, qu'est-ce que ça nous amène? Là, plusieurs choses. D'abord, une chose intéressante, c'est que ça nous élargit complètement notre standardisation spirituelle. Depuis plusieurs milliers d'années, nous sommes complètement justement standardisés par une certaine forme de recherche. Nous sommes même souvent un peu à l'étroit dans notre recherche spirituelle. Combien de personnes se contentent de dire, bah écoute, il y a moi, ma méditation, l'âme, et puis je ne sais pas quoi, mais Dieu. Voilà, moi ça s'arrête là, mon projet. Bon, c'est un bon début. Mais on pourrait peut-être aussi s'ouvrir, on pourrait peut-être voir autre chose, aller beaucoup plus loin. Se dire que le but, ce n'est pas non plus d'aller vers un paradis. Le but, ce n'est pas de gagner grâce à la méditation le droit de ne plus se réincarner. Le but, ce n'est pas justement de dire, voilà, je suis dans la méditation, je suis un être spirituel. Et alors, ça pose toujours la même question. En tant qu'être spirituel, on est là pourquoi? Quel est le but? Donc ça repose toujours cette question. Quel est le but? Où est-ce qu'on peut aller chercher? Et le but de la méditation, c'est cela, aller trouver cet aspect. Par conséquent, ça nous ouvre considérablement. Ça nous donne une version tout à fait différente qui nous montre un but sans arrêt renouvelé et que nous avons à chercher indéfiniment et à appliquer au fur et à mesure. Deuxième aspect important, c'est par rapport à ce que nous avons vu le mois dernier. Le mois dernier, je vous ai parlé du rayon 4, le rayon d'harmonie par le conflit, et je vous ai montré combien ce rayon 4 allait apporter une révolution dans notre civilisation, de quelle manière il allait le faire. Et combien il nous proposait une harmonie fondamentale, je dis bien une harmonie fondamentale, pas une espèce d'harmonie faite d'arrangement, qu'à partir du moment où nous percevions les choses globalement. Le rayon 4 nous disait, il ne peut pas y avoir d'harmonie fondamentale tant qu'on ne tient pas compte de tout. Tant que finalement on élimine certaines choses, tant qu'on sépare certaines choses, tant qu'il y a des choses comme ça qu'on ne veut pas voir, alors il ne peut pas y avoir d'harmonie fondamentale parce qu'il y aura toujours conflit avec cette chose qui est laissée pour compte. Donc qu'il s'agisse de choses sur un plan horizontal, sur un plan vertical, on doit apprendre à tenir compte de tout. Ça veut dire que si on ne tient pas compte de l'âme, il n'y aura pas d'harmonie. Si on ne tient pas compte de tous les règnes de la nature, il n'y aura pas d'harmonie. Si on ne conçoit pas une vision globale avec la place exacte de chaque organe au sein de cet organisme, il ne peut pas y avoir d'harmonie fondamentale. Voilà pourquoi il est intéressant de sortir simplement de sa simple vision, moi, mon âme et le monde spirituel. Ça, c'est une vision enfantine qui nous permet de débuter dans cette démarche, et c'est très intéressant. Mais maintenant, il est temps d'aller beaucoup plus loin et de s'ouvrir. Et même si ça nous paraît complètement abstrait, on dit, mais on ne voit rien, mais vous voyez, ça nous fait complètement prendre l'air à nos schémas habituels. Troisième intérêt, justement, c'est peut-être de mettre l'accent sur cet aspect volonté, sur cet aspect de but, sur cet aspect de rayon 1 qu'on a évoqué la fois dernière. Quand je vous disais, le rayon 1, c'est ce qui exprime non pas notre volonté, mais la volonté fondamentale de celui dans lequel nous avons la vie et l'être.
Et donc, c'est une valeur montante. C'est une valeur qui n'a jamais été recherchée par l'humanité. Et c'est quelque chose qui est en train de monter. Et c'est vrai que ce schéma met complètement en évidence combien, à chaque fois, eh bien, que notre expansion de conscience se fait, nous comprenons de plus en plus un but, un schéma, un dessin, un plan de plus en plus global. Et que ça, c'est vraiment une des fonctions d'avenir fondamentales de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité humaine. De plus en plus chercher ce but. Et puis enfin, dernier aspect intéressant par rapport à ça, c'est que, à travers le thème annuel que nous poursuivons, vers une nouvelle éthique, il est certain qu'une nouvelle éthique ne peut pas être fondée sur des choses simplement égocentrées, uniquement humaines. Nous devons justement percevoir de plus en plus, comme nous y invite la science déjà, qui travaille beaucoup sur l'énergie et la conscience, qui travaille beaucoup sur cette astrophysique, et qui nous invite à voir le monde d'une manière totalement décentrée et non pas anthropocentrique, eh bien ça nous amène véritablement à voir combien cette spiritualité, ce développement de la conscience, se doit aussi d'aller aussi loin que peut l'être l'astronomie ou la science moderne, la science des quantiques, et de percevoir combien finalement nous avons véritablement, nous aussi, à jeter les bases d'une nouvelle spiritualité, parce que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à une nouvelle éthique. Alors, voilà ce qu'on pourrait dire du point de vue de la conscience. C'était la question que je posais au début. Les mondes invisibles, les rayons, d'où viennent-ils? En rapport avec quoi? On dit que ce sont des énergies conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière les formes? Quand on commence à voir derrière ce qui est vivant, derrière nous, derrière les planètes, derrière les étoiles, derrière l'univers lui-même, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Quelles propositions peut-on découvrir? C'est tout cela. Mais arrivé là, on pourrait se dire, mais quand même, il reste un peu un mystère. Enfin, Comment est-ce que la conscience, quel que soit son niveau, peut arriver à s'unir et peut arriver à travailler avec la matière dense, ou même la matière énergétique? Comment finalement ce qui est pure conscience peut arriver à transformer et à travailler ce qui est simplement matériel? Comment par exemple ma conscience, mon âme, peut arriver à transformer mon corps physique? Comment est-ce que je peux transcender toute la matière que je suis, ou même mon énergie astrale, mon énergie mentale? Comment est-ce que tout ça peut être transformé? Ou comment la conscience d'une planète peut-elle agir sur la planète elle-même? Ou la conscience d'une étoile peut agir sur la matière de l'étoile? Quel est le rapport entre la conscience et la matière? Et c'est là que nous entrons dans un autre monde invisible. Alors là, ceux d'entre vous qui ont déjà trouvé que ce que je viens de dire, j'ai dû fumer avant de le dire, là, accrochez-vous, ça va être pire. Ça semblait normal pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors là, ils vont dire « Ah là 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 ». Ce pouvoir de la conscience par rapport à la matière, c'est vrai que si on considère que la matière est inerte, que la matière est sans vie, que la matière n'a pas de conscience, ce pouvoir est tout simplement impossible. C'est bien pour ça que beaucoup de personnes refusent complètement la psychosomatique. Comment notre psychisme peut agir sur notre corps physique? Pas de rapport. Mais ce qu'il faut arriver à concevoir dans les mondes invisibles, c'est que ce que nous appelons énergie, et par exemple ça concerne avant tout l'énergie du cosmos, cette fameuse énergie sombre des scientifiques qui interpénètre complètement tout l'univers, et qui fait que l'univers est un gigantesque être énergétique. C'est une entité. L'espace est une entité. Et donc qu'il s'agisse de cette énergie, qu'il s'agisse de nos propres corps d'énergie, qu'il s'agisse de notre corps astral, de notre corps mental, qu'il s'agisse de notre matière, la matière physique, qu'il s'agisse de la matière de la chaise sur laquelle, vous êtes assis, la matière du bâtiment, bref, qu'il s'agisse de n'importe quel niveau d'énergie ou de la matière, c'est de la substance vivante et consciente. Toute énergie, toute matière est en réalité une substance vivante et consciente. C'est un règne aussi de la nature qu'on appelle le règne des Devas. Les religions les ont abordés, quelquefois en détail, parfois sur le bout des doigts, en appelant ça des anges. Et ils n'ont abordé que certains aspects. Le règne des Devas, c'est quelque chose qui est complètement parallèle à tous les règnes que nous avons vus. C'est le développement de la conscience au sein de l'énergie, et c'est le développement de la conscience au sein de la matière, au sein des formes. Le règne des Devas
Je vais vous en parler un tout petit peu aujourd'hui pour bien compléter notre sujet, mais je continuerai ce sujet la fois prochaine pour recentrer ça par rapport à la planète Terre et voir qu'est-ce que nous, humanité, on peut en faire. Ce règne des Devas, pour en parler simplement, on pourrait dire tout d'abord qu'il est composé de 3 aspects. Les Devas représentent d'abord la substance même de toute énergie ou de toute forme. Ce qu'on appelle, nous, la matière, c'est le corps substantiel de ce monde de Devas. Ce sont des consciences énergétiques qui n'ont évidemment pas de forme du tout comme nous et qu'on appelle quelquefois des élémentaux. Les élémentaux dont on vous a certainement entendu parler, parce qu'on a toujours parlé des éléments feu, terre, air, eau, éther, le 5e élément. Donc on a beaucoup parlé un petit peu de ces éléments, sans quelquefois préciser de quoi il s'agit. Eh bien, les éléments dont tout est composé, ce sont justement ces êtres vivants, ces êtres conscients que représentent les élémentaux. Naturellement, à ce niveau-là, c'est une conscience qui est tellement élémentaire qu'il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune conscience, naturellement. C'est vraiment quelque chose de tout à fait débutant comme état de conscience. À tel point que ces élémentaux n'ont ni conscience d'eux-mêmes, ni même conscience de faire partie, par exemple, de nos corps, de faire partie du carrelage, de faire partie de l'énergie de la pièce. Ils sont cela, c'est tout. Et ce qu'ils savent, par contre, c'est parfaitement obéir, réagir, on verra à quoi, au son, au rythme, au rituel, à la vibration, d'où l'importance généralement de ce travail. Et donc, ils savent réagir et former des formes, des choses, comme on leur demande. Et ils sont incapables de désobéissance. Qui c'est qui s'en occupe? Des Devas d'un ordre beaucoup plus élevé, des Devas constructeurs, des Devas qui savent manipuler ces élémentaux. Ces Devas, ils ont été rendus populaires dans notre histoire. C'est ce qu'on appelait les fées, les Devas, les naïades, les gnomes, les lutins, etc. Tout ce qu'on appelle le petit monde, comme ça, en rapport avec l'air, la terre, l'eau, le feu, etc. Tout ce petit monde, on dit, qui est un monde de légende, est un monde qui existe réellement. Et évidemment, pas tel qu'on l'a popularisé. C'est vrai qu'une petite fée, c'est pas quelqu'un avec des petites ailes qui veut être comme ça. Ah, une petite fée. Non. C'est de la pure énergie. Mais évidemment, quand vous voyez peut-être un petit point lumineux énergétique animé par une conscience et qui se déplace dans l'air, mais qui ne vole pas, et c'est en sustentation, il est tentant, quand on ne comprend pas ça, de lui mettre des petites ailes et de l'imaginer. Donc on a imaginé les elfes, les fées, etc., comme ça, tels qu'on avait envie de les voir. Mais évidemment, c'est de la pure énergie. Et donc, ces fées constructrices ont un rôle fondamental parce que ce sont les véritables constructeurs de toutes les formes. C'est les mondes des Devas qui construisent les étoiles, les planètes, toutes les formes qui existent au sein des planètes. Ils sont responsables de tous les phénomènes. Ils sont responsables du climat. Ils sont responsables de la pluie, du beau temps. Ils sont responsables du printemps. Ils sont responsables des arbres, des minéraux, de notre propre corps. Bref, ils sont spécialisés dans la construction du monde des formes. Et ils le font parce que justement, ils peuvent commander à une substance qui n'est pas une substance inerte, mais qui est une substance faite comme eux, d'énergie, et avec laquelle ils peuvent correspondre. Et ces Devas constructeurs sont eux-mêmes sous l'autorité de grands Devas qui peuvent être exactement comme nous, les maîtres de sagesse, des Devas qui ont vraiment une conscience tout à fait énorme et qui dirigent tout ce monde-là. C'est donc un véritable monde. Ça paraît féerique, ça paraît fou quand on en parle au début, ou quand on lit des bouquins là-dessus, on dit mais ils sont dingues, là, c'est pas possible, parce que ça nous échappe complètement. Et pourtant, ça nous échappe maintenant. Mais ça ne nous a pas toujours échappé. Parce que le monde des Devas a été ce qu'on pourrait appeler symboliquement la mère de l'humanité. L'humanité, à ses débuts, n'a dû sa survie qu'à ce monde des Devas qui avait construit le corps et qui se sont occupés de l'humanité. Par quel biais? Oh, parce qu'on a appelé le chamanisme. Le chamanisme, la sorcellerie, tous ces processus de communication, c'était complètement le rapport, qui existe encore dans certains coins, en rapport avec ce monde des Devas. Ce sont les Devas, ce qu'on a appelé les esprits de la terre, ce que souvent encore dans des civilisations, on appelle l'esprit de l'arbre, l'esprit de l'oiseau, on met un esprit partout. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelait l'animisme. Toutes ces religions qui donnaient une âme à tout. Et on a dit que c'était des superstitions. Pas du tout, ce n'était pas des superstitions, c'était réellement des contacts avec ce qu'il y avait d'invisible derrière tout ce qui pouvait être visible. Chaque forme a effectivement un peu son Deva. Et ce sont ces Devas qui ont enseigné à l'humanité
comment se nourrir avec tout ce qu'il y avait dans la nature, comment se soigner, pourquoi on pouvait prendre telle plante et pas telle autre. Voilà pourquoi les chamans, encore maintenant, eh bien, je vous avais raconté une fois, quand il y a les laboratoires américains qui sont en train d'aller auprès d'eux pour essayer de recueillir tous les principes des plantes qui ne sont pas encore découvertes et les analyser, et qu'un chaman dit, bah ça, cette plante, c'est pour ça. Et que le laborantin dit, ah bon, mais comment vous savez? Ben parce que j'y ai demandé. Suis-je bête? J'y ai pas pensé. Naturellement, on les prend pour des fous. Naturellement, il n'a pas demandé à la plante, il a demandé au déva de la plante, à la conscience qui s'occupe de la plante et qui est en rapport avec elle. Si vous ne connaissez pas du tout encore ce sujet des dévas, surtout lisez le bouquin Les Jardins de Findorn, qui est une des très rares expériences de communication entre humains et dévas, et qui aboutit à faire un jardin absolument incroyable qui a étonné l'Angleterre, c'était dans le nord de l'Écosse, et donc c'était vraiment une expérience très intéressante, et ça donne beaucoup de renseignements sur ces dévas. Mais nous continuerons. Et donc, les dévas ont été véritablement ceux qui ont protégé, exactement comme une mère. Ils ont donné naissance à l'humanité, ils ont construit tous les corps de l'humanité, et ils l'ont protégée, ils l'ont nourrie de manière tant qu'elle avait justement à manquer d'autonomie. Tant qu'elle n'avait pas d'autonomie, l'humanité a été nourrie par la mère Déva. Voilà pourquoi, dans toutes les civilisations du monde, on trouve tellement de témoignages, de contacts avec ce monde des esprits. Il y a même des pays civilisés comme l'Islande, où c'est encore extraordinairement vivace. Les dévas font partie de la vie quotidienne des Islandais. Ils les voient, ils en perçoivent. C'est vraiment quelque chose pour eux qui est d'une banalité extraordinaire. Mais pourquoi ça a disparu? Non, les dévas n'ont pas disparu. Pourquoi est-ce que l'humanité a été retirée de la proximité des dévas? Pourquoi est-ce qu'on a même instillé dans l'humanité une incrédulité très forte, qui fait que maintenant, 9/10 de l'humanité, ce que je suis en train de raconter, c'est du n'importe quoi. Par protection, par nécessité évolutive. En effet, le monde des dévas est un monde qui amène essentiellement la construction des formes. C'est un monde entièrement orienté vers la construction des formes. On en reparlera la fois prochaine. Forme pensée, forme désir, forme éthérique et forme physique dense. Ils ont une capacité absolument extraordinaire parce que, vous voyez, comment pouvoir dématérialiser ce feutre pour pouvoir le rematérialiser dans mon autre main, à part un tour de prestidigitation. Pour des dévas, ce n'était pas du tout un problème. Dématérialiser quelque chose, c'est simplement demander au petit déva qui forme ce stylo de se séparer momentanément, de voyager et de réapparaître dans la main à nouveau unie. S'il s'agissait de matière, ce serait strictement impossible. Voilà pourquoi vous avez des grands êtres en Inde, style Sai Baba, qui était bien connu pour ça, et dont un des aspects est considéré justement dans ses visiteurs, il offrait des bagues matérialisées comme ça sur le moment. Donc il fermait la main et puis il ouvrait. Plutôt, voilà. C'était un de ces trucs parce qu'il travaillait justement avec ce monde des dévas. Mais donc c'est strictement impossible scientifiquement si on ne comprend pas que la matière est tout à fait vivante et consciente et que ça ne répond pas du tout aux aspects tels que maintenant on l'imagine. Donc, il est certain que si l'humanité était restée avec maman, elle se serait enfoncée dans le plaisir des formes. Il suffisait de demander au déva ce qu'on a besoin et on l'avait. Si tu peux me donner un ananas? Merci. Non, une papaye, s'il te plaît. Merci. Voilà. Il fut un temps où on pouvait avoir les choses telles qu'on les voulait, parce qu'on pouvait commander au monde des dévas. Mais rendez-vous compte de ce que ça voulait dire. L'humanité, elle, est une polarité différente du monde des dévas. Son rôle, ça n'est pas de donner dans le monde de la forme, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forme. C'est de remonter dans l'esprit, c'est de remonter fondamentalement dans le monde de la conscience. Et donc si on était resté complètement avec les dévas, on n'aurait jamais quitté le monde de la forme pour aller voir ce qu'il y a au-delà. Voilà pourquoi le monde des dévas a été complètement retiré à la connaissance humaine. En plus, l'humain devenant de plus en plus mental, n'aurait pas tardé à savoir comment utiliser les dévas pour faire des armes absolument terrifiantes. Donc il a été sage pendant un certain temps de dire non, n'y croyez plus, ça n'existe pas. Faites comme si ça n'existait pas. Momentanément, vous allez évoluer chacun de votre côté. On y reviendra, cette histoire de matière intelligente,
C'est même pour ça qu'on parle de magie. La fois dernière, on parlait de rayon 7, du rayon de la magie blanche. Et quand on s'interroge sur comment se fait-il que le pouvoir de la pensée puisse agir sur la matière, c'est vrai que si la matière est dense, ben, la pensée n'y peut rien. Si la matière est une substance intelligente et consciente, alors nous pouvons agir. La magie blanche étant le pouvoir de l'âme de l'humanité, travaillant en coopération avec l'âme des dévas constructeurs, qui amènent les formes idoines avec la substance. Le magicien noir ne s'embarrasse pas de ça. Lui, il commande directement à la substance dévique inintelligente, il commande directement aux élémentaux et il obtient des résultats immédiats. Il ne passe pas par la conscience. Toute la différence entre magie noire et magie blanche, mais on y reviendra. Ce qui est intéressant, oui, de voir par rapport à ce monde des dévas, c'est que nous sommes appelés à nous rejoindre. On pourrait là aussi se dire, mais si cette connaissance a été retirée à l'humanité parce que ça risquait de nous faire plonger encore plus dans le monde de la forme, pourquoi est-ce qu'on en parle? Une fois de plus, à quoi ça sert? À rien. Si ce n'est, encore une fois, à nous ouvrir à quelque chose de tout à fait différent. Je sais que ceux d'entre vous qui sont nombreux, qui ont des expériences par rapport à ça, savent combien, quand on est dans la forêt, ou quand on est avec des plantes, ou quand on est avec des animaux, ou même par rapport à son propre corps, combien l'attitude peut être différente s'il s'agit simplement de matériaux, ou il s'agit d'êtres vivants conscients. Le mot respect est un mot qui devient tout à fait fondamental. On ne s'adresse pas du tout de la même manière, finalement, à ce qui nous entoure, quand on réalise qu'à travers ça, il y a un monde entier qui s'occupe de la construction et de l'entretien de toutes ces formes, et que nous-mêmes, nous sommes complètement entretenus par rapport à ça. Il y a 3 sortes de dévas constructeurs. Il y a ce qu'on appelle les dévas violets, qui sont ceux qui sont en rapport avec le corps éthérique. Il y a les dévas verts, qui s'occupent beaucoup de la nature, de tout le développement de la nature. Et il y a les dévas blancs, qui sont très en rapport avec ce que la religion appelait l'ange gardien. Ce sont des dévas qui sont en rapport avec chacun d'entre nous et qui nous amènent aussi une certaine protection, un certain travail de coopération. Mais énumérer les dévas, c'est strictement impossible, comme il est impossible d'énumérer les planètes, les humains, les animaux, les végétaux. C'est absolument énorme parce qu'à chaque fois qu'il y a un niveau de conscience différent, il y a des dévas absolument pour tout, avec des degrés immenses depuis les plus hauts jusqu'au plus bas. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça existe et que c'est là, et d'avoir un autre regard par rapport à la matière, un autre senti par rapport au monde des formes. D'autant plus qu'un jour, et qui n'est peut-être pas si lointain, au fur et à mesure que l'humanité va évoluer, au fur et à mesure que nous allons rentrer dans cette conscience de groupe, au fur et à mesure qu'on sera de plus en plus dans le 5e règne, alors le contact avec les dévas s'opérera d'une manière nette et précise. Les dévas cesseront complètement d'être la mère de l'humanité, qui représente l'aspect masculin, mais les dévas seront l'aspect féminin. Et donc, ce seront l'homme et la femme. Et le monde humain et le monde des dévas deviendront ce qu'on appelle l'androgyne divin. Nous serons complètement unis. Les humains, à ce moment-là, auront suffisamment perçu par rapport à Shambhala, ou par rapport au système solaire, ou par rapport à la planète Terre, une idée du plan, une idée de ce qu'il faut réaliser, une idée de ce qu'il faut comprendre. Ils auront suffisamment quitté l'égoïsme qui les amènerait à utiliser les dévas pour eux-mêmes, pour leur bénéfice personnel. À ce moment-là, la coopération avec les dévas sera possible. On pourra s'unir, on formera un couple génial, l'humanité qui sait, qui connaît le plan ou une petite partie du plan et qui communique avec les dévas, capable de mettre en forme sur Terre toutes les formes nécessaires en rapport avec ce plan. Il y aura véritablement une coopération à ce moment-là de ces deux mondes invisibles, le monde de la conscience et le monde de l'énergie et le monde des formes. Et ce temps n'est pas si lointain. Et nous tous, si nous voulons faire un petit peu œuvre de précurseur, si nous voulons travailler vers une nouvelle éthique, c'est vraiment important que nous soyons de plus en plus dans cet état de conscience, qu'on élargisse notre conscience à tous ces systèmes et qu'on perçoive que notre vision peut être beaucoup plus dans ce qui nous entoure, dans la matière, dans l'énergie. Et ça aussi, c'est pas de la matière, c'est pas que de l'énergie, c'est du vivant, c'est du conscient, et que tout est conscience, tout est énergie et que tout évolue. Et on pourrait dire en conclusion, quelquefois, quand j'entends des gens qui disent « Mais qui sommes-nous
nous, pauvres humanité perdue dans l'univers. Quand on voit ce schéma, on est perdu, on est isolé, mais c'est pas possible. Quand on voit ce schéma d'interpénétration des consciences, quand on se dit qu'il n'y a pas un espace vide de conscience, tout est interpénétré, mais où y a-t-il une solitude? Où sommes-nous perdus? Si on avait la capacité de, pendant quelques secondes, de matérialiser tous ces rayonnements de conscience, on serait affolé. Pardon, excusez-moi, il n'y aurait pas de place. Quand vous y ajoutez que toute l'énergie du cosmos, qui est un apparent vide, est en fait remplie d'énergie, que cette énergie, c'est de la substance de Deva, où est l'isolement? Où est le vide? Il n'y a que coopération d'énergie et de conscience à tous les niveaux. La fois prochaine, maintenant que nous avons vu un petit peu les protagonistes, la conscience, les Devas, nous recentrerons sur Terre et nous essaierons de voir avec tout ça, avec tous ces partenaires, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on a à développer comme créativité sur Terre. Pour l'instant, je vous propose de méditer là-dessus.